Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. J'ai décidé que ça pourrait être intéressant de revenir un peu sur le processus d'écriture de mon livre Police contre syndicat du crime, qui est ici derrière moi. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ou également pour ceux qui sont curieux, qui ne connaissent pas le livre et qui seraient potentiellement intéressés pour l'acheter. Dans tous les cas, ça pourrait être un exercice intéressant pour entamer une discussion avec vous sur le cinéma de Hong Kong, le cinéma de polar et de triade, parler de son passé, de ses réussites et également de sa situation peut-être un peu plus précaire aujourd'hui. Donc le livre est sorti en 2017 chez les éditions GOP. Il fait un petit peu plus de 500 pages et il m'a pris environ 3 ans d'écriture pour terminer le principal manuscrit. Je l'ai terminé en 2012 et en théorie il aurait dû être édité dans cette période ou peut-être 2013 puisque j'avais rapidement signé avec un éditeur. Malheureusement celui-ci a procrastiné, il n'a pas vraiment fait ce qu'il avait à faire malheureusement. Et donc ça a traîné jusqu'à ce qu'au bout d'environ une période de 2 ans, il ait fini par m'indiquer qu'il n'allait pas le sortir. Et ça a été repris donc par les éditions GOP qui ont finalement pu le sortir en 2017. En fait, ça tient essentiellement au fait que ça n'avait jusqu'ici jamais été abordé dans le cadre d'une publication. Il y avait déjà eu des livres sur les films d'arts martiaux, des livres sur les films érotiques, il y avait eu des livres qui revenaient sur l'histoire du cinéma de Hong Kong de manière générale, mais jamais un spécifiquement fait sur les films de gangsters et les polars. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant d'en parler puisque c'est quand même un des genres majeurs du cinéma de Hong Kong. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis intéressé en grande partie au cinéma de Hong Kong à cause de cinéastes comme John Woo, le maître de l'Heroic Bloodshed. Et évidemment, donc ça avait quelque chose de très excitant pour moi de travailler sur le côté polar et film de gangsters et d'essayer d'organiser toute cette nébuleuse en quelque chose qui fasse à peu près sens au niveau des genres, au niveau des périodes. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'était une tâche assez ardue également puisque jusqu'ici rien n'avait été fait. Je m'étais partiellement basé, en tout cas au début, pour essayer de définir les chapitres et les périodes sur l'article qui était paru dans le HK Orient Extreme Cinéma, le premier numéro. L'article sur le polar. Donc ça m'avait donné quelques pistes de réflexion, mais évidemment il a fallu que je développe largement ces aspects. Quand j'ai voulu faire le livre, mon but c'était vraiment de faire découvrir davantage le monde du polar et le monde des films de gangsters au public français. John Woo, on le connaît. Chow Yun-fat, on le connaît. Choi Ark, on le connaît. Enfin, Johnny To, on le connaît. Ça, c'est des gens qui sont déjà bien installés dans le paysage cinématographique mondial et qui sont reconnus en France. Donc, je ne me voyais pas forcément d'intérêt majeur à repartir sur une exploration de leurs films. Alors évidemment, j'en parle parce qu'on ne peut pas faire l'impasse. Il ne vous aura pas échappé que le chapitre sur Johnny To ou sur John Woo ne sont pas forcément les plus étoffés du livre. Parce que je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été dites sur eux et que ça ne servait à rien de revenir ad nauseam pour repartir sur l'explication en profondeur de leur thème, de leur style. Tout ça, ça a déjà été fait. Le point essentiel que je voulais faire, c'est que le but c'était donc de faire découvrir des nouveaux réalisateurs, de faire découvrir des nouveaux films. Et par exemple, dans le cadre de l'Heroic Bloodshed, donc l'Heroic Bloodshed, c'est les films de héros, les films de héros tels que définis par John Woo sur le syndicat du crime et The Killer. L'Heroic Bloodshed, de manière générale, a assez mauvaise presse, en tout cas en dehors des films de John Woo, parce que John Woo lui-même est très critique de ces films, des films qui ont été faits dans la foulée des siens. C'est normal, c'est compréhensible. Lui, en tant qu'initiateur du genre, il n'a pas du tout apprécié de voir d'autres réalisateurs faire un peu marcher sur ses plates-bandes et essayer de faire la même chose que lui pour un box-office maximal. C'est compréhensible, mais je pense que ce n'est pas faire tout à fait justice aux réalisateurs qui ont œuvré dans l'Heroic Bloodshed.
tout particulièrement sur deux réalisateurs qui, je pense, ont fait des très bons films de héros, qui sont Joe Chung sur Flaming Brothers et Return Engagement, et Raymond Lee sur Killer's Blues et Set Me Free. C'est vraiment des bons films d'Eric Bloodshed, très sympathiques, avec à chaque fois des petits ajouts, des petites différences qui font que ils sont capables d'apporter leur propre personnalité, leur propre style au style des films de héros. Donc ça, c'est une très bonne chose, et j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus ces films. C'est pareil également pour le cas des films de Girl with Guns. Alors, je sais que mon chapitre sur les Girl with Guns est vraiment trop long, j'en ai bien conscience, mais il se trouve que c'est un genre que j'aime énormément, donc je me suis dit que voilà, j'avais une occasion pour en parler et que je n'en aurais probablement pas d'autres à l'avenir, donc il fallait vraiment que je mette un maximum sur ce chapitre, donc c'est ce que j'ai fait, peut-être un peu trop, mes excuses pour ceux qui ne sont pas passionnés par ce sous-genre du polar kung-fu. Mais voilà, c'était l'occasion de mettre ces films en avant, et encore une fois, je suis également content que Spectrum Film en ait édité quelques-uns en France, et m'ait demandé également de participer au bonus des éditions de ces films, parce que ça fait très plaisir de les voir distribués, et ça fait très plaisir que ces films puissent être vus par une plus grande partie du public français. C'est toujours quelque chose de très appréciable de pouvoir rencontrer les personnes qui ont fait des films qui nous ont inspirés par la suite. Je pense que l'interview la plus intéressante qui a été faite pour le livre est celle avec Philippe Chan. Philippe Chan, que vous connaissez peut-être comme le superviseur de Tony Leung dans À toute épreuve. Entre autres, hein, il est apparu dans de nombreux films. Il était également superviseur de Jackie Chan dans Police Story 3. Il a régulièrement donc fait des rôles de policier, parce que c'était lui-même un ancien policier avant de passer au monde du cinéma avec Jumping Ash. Il a vraiment cette double casquette qui le rend intéressant. Il connaissait réellement le terrain du crime organisé à Hong Kong dans les années 60-70, et il a également travaillé sur de nombreux polars et films de gangsters après, une fois qu'il est passé dans l'industrie. Donc cette double casquette amène à tout un tas d'anecdotes tout à fait passionnantes. Et puis c'est une personne en lui-même très sympathique, très gentille. Donc ça faisait très plaisir de pouvoir l'interviewer pour le livre. Il était d'ailleurs très content que le livre soit paru et qu'il apparaisse de manière aussi prominente. Et donc ça faisait très plaisir de pouvoir mettre en avant une personnalité comme ça qui, je pense, est une personnalité pas très connue du monde du polar hongkongais, mais qui en fait est une personnalité majeure, qui a vraiment permis de façonner le polar hongkongais moderne tel qu'on le connaît, en tout cas durant son âge d'or des années 80-90. À côté de ça, il y a eu d'autres personnes que je suis très content d'avoir pu interviewer pour le livre. Il y a par exemple Alex Chung. Alex Chung, donc c'était un des réalisateurs de la Nouvelle Vague, qui a réalisé Cops and Robbers et Man on the Brink. Deux très bons polars, et tout spécialement Man on the Brink, qui est quand même des références, des top 5 du polar hongkongais. Et c'est quelqu'un vraiment en tout cas c'était quelqu'un de vraiment très talentueux au moment où il œuvrait dans la Nouvelle Vague. Moi, si j'avais connu la Nouvelle Vague à l'époque où elle existait vraiment, donc à la fin des années 70, début 80, j'aurais probablement parié toute ma fortune sur Alex Chung, sur le fait que ce serait lui qui deviendrait le grand cinéaste majeur du cinéma de Hong Kong. Bon, il n'en fut rien, parce que quand il est passé à la Shaw Brothers en 1982-83, si ma mémoire est bonne,
il a été complètement brisé par la création de sa comédie de science-fiction Twinkle Twinkle Little Star, et après il s'en est jamais vraiment relevé. Bon, mais en tout cas, il n'empêche qu'il a réalisé 2 polars très importants pour le cinéma de Hong Kong, et c'est quelqu'un de particulièrement gentil également, et ça me faisait très plaisir qu'il soit dans le livre de manière aussi importante, qu'on voit vraiment son apport, qu'on voit qu'il puisse détailler la manière dont il a travaillé, la manière dont il a conçu ses films, et d'autant plus que Cops and Robbers est sorti récemment chez Spectrum Films, et donc c'est l'occasion de le voir, parce que Cops and Robbers et Man on the Brink pendant longtemps ont été quasiment invisibles. Enfin, on pouvait les voir, mais il fallait vraiment aller dans les limbes du cinéma hongkongais en allant chercher des VCD, des trucs comme ça. Donc c'était difficile. Et donc la sortie maintenant de Cops and Robbers en France va permettre, j'espère, d'un peu plus de réévaluer l'œuvre d'Alex Cheung. Parmi les personnes que j'ai pu interviewer, il y a également Michael Wong. Alors Michael Wong, c'est assez amusant parce que ça a été vraiment une entreprise de longue haleine. Il a fallu quand même plusieurs années pour que j'arrive à faire cette interview. J'avais obtenu son contact assez facilement, mais quand j'avais pris contact avec lui, il avait donné un accord de principe pour l'interview en me disant qu'il allait me rappeler, ce qu'il n'a jamais fait. Et à l'époque, je faisais des allers-retours réguliers entre la France et Hong Kong. Et donc à chaque fois que je passais à Hong Kong, je faisais un certain nombre d'interviews. Et à chaque fois, j'essayais d'avoir Michael Wong, qui avait toujours tendance à un peu me ghoster, quoi. Donc l'interview ne se faisait jamais. C'était assez frustrant. Jusqu'au jour où, par l'entremise d'un tiers, finalement, l'interview a été accordée. Mais il se trouve que l'interview a été accordée. On était en milieu d'après-midi quand l'interview a été accordée, et elle devait avoir lieu en début de soirée à 7 heures. Or, je n'avais avec moi aucune des questions, je n'avais pas du tout l'interview les questions que j'allais lui poser. J'avais déjà fait une version de l'interview qui était très très longue, de 3-4 pages, mais vu que à cette époque, j'avais un peu abandonné l'idée de pouvoir l'interviewer, je ne les avais pas prises avec moi. Et donc il a fallu que je reconstitue mes questions sur une période d'environ un petit peu moins de 2 heures, avec un papier, un stylo, et hop, on est reparti en essayant de se souvenir de ce que je lui demandais et en essayant de revoir les parties les plus intéressantes que j'avais à lui poser. Bon, c'est pas forcément les meilleures conditions pour préparer une interview, mais il n'empêche que comme ça j'ai pu reconstituer à peu près le squelette de l'interview tel que je voulais la faire. Et puis on s'est retrouvé donc moi et mon acolyte lors de l'interview Yannick aller dans un club un peu d'élite dans lequel se trouvait Michael, cigare à la main. Il allait sortir un CD avec un orchestre. Donc il était assez branché musique à ce moment-là, mais il était également un peu en pleine déprime. Alors ça c'est un peu rigolo. Parce que il s'interrogeait vraiment sur sa place dans le cinéma de Hong Kong. Il avait l'air un peu déprimé, à se dire que finalement, qu'est-ce qu'il avait apporté au cinéma de Hong Kong. Tout le monde se moquait un peu de lui. Et on s'est retrouvés, nous, donc moi et Yannick, à devoir lui remonter le moral, à lui dire que non, vous avez vraiment fait des très bons films, vous avez joué des très bons rôles. Il faut pas avoir la déprime comme ça. Il nous montrait des photos de ses enfants en disant que c'était ça qui comptait pour lui. Donc c'était une interview un petit peu surréaliste par certains aspects, mais tout de même très intéressante. Parce que ça fait quand même plaisir de lui remonter le moral à ce pauvre Michael, parce que après tout, oui, il a quand même fait des bons films. Oui, il a parfois été un petit peu ridicule dans certains films, on va pas se mentir, mais il a également participé à des bons films, et il faut quand même lui donner le crédit et le mérite à ce niveau. Et donc ça fait plaisir de lui remonter le moral à ce niveau, et puis parce que l'interview en lui-même, je pense, a été intéressante. Il a pu parler des films de SDU qu'il a fait, et il en a parlé avec honnêteté, avec franchise. Et je pense que ça se voit dans l'interview et que ça donne des informations intéressantes par rapport à la manière dont il a appréhendé le rôle, par rapport à la manière dont il est devenu l'incarnation du SDU, et comment ces films donc ont été produits. En même temps que Michael Wong, il y a eu également une interview, enfin en même temps, dans le chapitre consacré au SDU, il y a une interview avec Gordon Chan,
Gordon Chan, c'est aussi quelqu'un de particulièrement sympathique. L'interview que j'ai fait avec lui a duré, la première en tout cas, parce que j'en ai eu d'autres après, la première a duré un peu plus de 3 heures si ma mémoire est bonne. Autrement dit, ça veut dire qu'il avait quand même un sacré courage pour tenir par rapport à l'interrogatoire que j'étais en train de lui faire subir. Mais il s'est livré au jeu, là aussi, avec franchise, avec honnêteté, et je pense que c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est assez, qui est intelligent, qui est capable d'exprimer ses idées de manière très claire, et je pense que ça se ressent, là, encore une fois, dans l'interview qu'il m'a accordée. C'est Danny Lee. Danny Lee, c'était vraiment l'incarnation du policier hongkongais des années 80-90. Pas forcément dans tous ses meilleurs côtés, mais il n'empêche qu'il l'a vraiment personnifié. Et évidemment, ça aurait donné quelque chose d'intéressant, je pense, pour lui d'en parler. D'autant plus qu'il a j'ai un chapitre consacré à lui, à ses films. Donc je pense que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, mais je n'ai jamais réussi à pouvoir le contacter. J'avais pensé à un moment peut-être utiliser Hermanio à la place, puisque Hermanio a collaboré quand même assez régulièrement avec Danny Lee, et j'ai interviewé donc Hermanio à plusieurs reprises, mais malheureusement à chaque fois qu'on parlait des films qu'il a fait avec Danny Lee, il n'avait pas forcément énormément de choses à en dire. Pas énormément de choses à dire sur ses films et sur Danny Lee lui-même, plutôt des remarques d'ordre général, mais ça n'allait pas suffisamment en profondeur par rapport à son image de flic de Hong Kong. Donc ça fait que j'ai pas vraiment pu l'utiliser comme je le voulais pour le livre. J'avais également pensé peut-être à un temps à essayer d'avoir Park Man-Wong qui est un collaborateur régulier de Danny Lee, mais pareil, je n'ai pas réussi à le trouver, donc c'était un petit peu une des déceptions. Du livre. J'aurais bien aimé également avoir des égéries du Girl with Gun que sont Moon Lee, Michelle Yeoh, mais bon, Michelle Yeoh est partie sous des cieux plus propices à Hollywood, et Moon Lee également, bon là un peu moins propice pour elle puisque a priori elle a quitté le cinéma, mais en tout cas ça fait que je n'ai pas pu les avoir, ça fait partie de ces petits regrets. J'ai également beaucoup essayé d'avoir Kirk Wong. Alors là, pour le coup, j'avais obtenu son contact. Je l'ai harcelé de mails. Et je continue à le harceler de mails, d'ailleurs, pour avoir une interview avec lui, ne serait-ce que pour parler d'autres films qu'il a fait. Malheureusement, ça n'a rien donné également. Jamais de réponse. Visiblement, il a l'air d'être un petit peu en dehors du circuit maintenant. Bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que des films comme The Club, c'est quand même un film comme The Club, c'est quand même une date importante également dans le cinéma de Hong Kong. Hein. C'est un des films qui a défini le film de gangster moderne, hongkongais moderne, avant même le syndicat du crime. Donc ça aurait été très bien de pouvoir l'avoir pour parler un peu de comment ça s'est fait. Malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait. J'aurais également beaucoup aimé avoir Michael Chan Wyman, qui était donc le fameux vrai gangster, un peu l'équivalent en gangster de Philip Chan en fait. Hein. Philip Chan, c'était un ancien policier devenu scénariste, réalisateur, acteur, et ben Michael Chan c'est pareil, mais du côté triade. Et ça pareil, j'ai pas réussi à obtenir son contact à l'époque. Depuis, il se trouve que j'ai pu faire une interview avec lui, et c'est vrai que il a quand même énormément de bonnes histoires à raconter sur cette période. Le livre est sorti en 2017. Alors, il se trouve que 2017, c'est un petit peu tard par rapport au moment où moi je l'ai terminé. J'ai terminé l'écriture en 2012. Comme j'ai dit, terminé en 2012, mais j'ai quand même fait un certain nombre d'ajouts au fur et à mesure, en fonction des dernières sorties, en fonction de films que j'avais pu rattraper entre-temps et que je n'avais pas pu intégrer dans le livre autrement. Donc j'ai fait des petites mises à jour du livre au fur et à mesure jusqu'à sa diffusion, jusqu'à sa parution en 2017, mais c'est des petits ajouts par-ci par-là, et j'ai pas pu faire vraiment de changements majeurs sur certains aspects, et je pense qu'il aurait peut-être dû en avoir un par rapport à 2014. 2014, pour ceux qui ne savent pas, donc c'était le mouvement de Occupy Central, la révolution des parapluies en français, le moment où un certain nombre de quartiers de Hong Kong, Admiralty,
Causeway Bay et Mongkok ont été occupés pendant un peu plus d'un mois par une partie de la population hongkongaise. Et pourquoi c'est important, et je pense que ça aurait mérité, si j'avais pu, que j'en fasse une mention dans le livre, c'est parce que c'est le début du changement d'image de la police à Hong Kong. Dans le chapitre introductif que j'ai fait par rapport à la police, j'ai indiqué que les Hongkongais, dans l'ensemble, avaient une image très positive de la police. Donc c'était vrai jusqu'à 2014. 2014, donc ça a vu un certain nombre d'abus commis par la police envers la population qui manifestait. Et donc ça a commencé à changer l'image qu'avait la police dans la population hongkongaise. Alors ça a été un début parce que l'année dernière, en 2019, comme vous avez certainement pu le voir, il y a eu des nombreuses manifestations à Hong Kong et la police a eu encore plus la main lourde envers les manifestants, envers la manière dont ils ont communiqué par rapport à ces événements. Et l'appréciation de la police à Hong Kong a donc connu une véritable dégringolade. Maintenant, ceux qui supportent la police sont, je crois, aux alentours de 10 à 20%. Enfin, c'est vraiment très très faible. Donc l'image du policier hongkongais a complètement changé, alors qu'il était vu comme quelqu'un de bien, qui sauvegardait quelque part les libertés et les droits de Hong Kong, et la sécurité évidemment. Et bien maintenant, il est vraiment vu comme un agent étranger quelque part, qui oppresse le peuple. Et ça va être très très difficile à faire évoluer, d'autant plus que de ce qu'on en voit, gouvernement et officiers de la police ne souhaitent pas forcément obtenir un changement, puisque eux, ils maintiennent leur position quoi qu'il en soit. Donc ça ne va probablement pas aller en s'améliorant. Et ça va forcément avoir un impact sur les films de Hong Kong, les films policiers et les films de gangsters. Alors, pour le moment, on n'a pas encore trop vu les prémices, mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui laissent à penser qu'on va voir nettement plus dans le futur de flics corrompus. Il y a déjà un peu de ça dans le G-Affairs de Lee Chok-pan. Je pense que ça va continuer. Je pense que ça va continuer à évoluer. Et parallèlement, on va également voir de plus en plus de policiers hongkongais ultra héroïques, parce que ce seront des policiers hongkongais coproduits avec la Chine continentale, qui va vouloir mettre en avant cet aspect-là pour montrer les bons policiers combattant contre les agents de l'étranger ou la jeunesse corrompue de Hong Kong. Donc ça va être deux facettes totalement opposées qui vont probablement cohabiter plus ou moins à Hong Kong. Voilà pour ce petit retour sur le processus d'écriture, sur ce qui m'a motivé pour faire ce livre. J'espère que c'est un sujet qui vous aura intéressé, que ça vous aura donné quelques réponses peut-être à des questions que vous vous posiez, ou au contraire que ça vous incitera à entamer un dialogue par rapport à ça. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir pu vous en parler, je suis très heureux d'avoir fait ce livre. Je pense que je vous retrouverai d'ici, avec un peu de chance, fin d'année, début d'année prochaine, pour le prochain livre qui sortira. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais il s'agira d'une biographie de Tsui Hark. Je pense que là aussi il y aura beaucoup de choses à en dire, mais bon, je ne vais pas vous teaser plus, on verra ça quand l'éditeur le sortira, donc normalement fin d'année, début d'année prochaine. Et en attendant, bien, je vous dis à bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.